C'est Midi reçoit aujourd'hui une femme ayant été victime de mutilation génitale. Issue d'une famille de 6 enfants, dont 4 garçons et 2 filles, Marie-Claire Kakotia Moraldo est née le 24 avril 1982 à Farkessédougou en Côte d'Ivoire. Elle obtient son BTS de gestion commerciale et quitte la Côte d'Ivoire en 2005 pour s'installer à Dakar et y travaille comme attachée commerciale. En 2007, elle reprend ses études et valide un master en management commercial sur Kidge Business School à Marseille en France. Elle bosse en tant que commerciale dans la publicité avant de tout raccrocher en 2019 pour se consacrer au développement de son association dont elle est la présidente fondatrice. Aujourd'hui mariée et mère d'un garçon de 11 ans, Marie-Claire est une militante pour les droits des femmes et des filles. Elle lutte pour l'éradication de l'excision car elle-même victime renaît de nouveau grâce à la chirurgie réparatrice. Découvrons toute son histoire avec Jean-Michel Aunin. Quelqu'un est en train de souffrir, vous allez venir pour applaudir la douleur de l'homme. Hein? Non, seuls les initiés comprendront. Ils ont coupé ça matin. Non, pardonnez. Doucement. Mais ça demande du courage de venir malgré... Oui, non, c'est le travail. Il faut mériter son salaire. Et puis, quand avec le kaolé et autres, c'est ça qui a tenu la douleur. C'est ça qui a tenu la douleur. Sinon, hein? C'est quand on est petit qu'on fait ça, non? Ma chère, petit, il faut faire émission là, c'est bon. Je vais souffrir pendant, c'est bon. Aide-moi un peu. Souffrez de l'entrée donc de Dr Philo, notre cher humoriste qui va donner son avis dans un petit moment sur le thème de ce jour. Excisée et détruite à 9 ans, la chirurgie réparatrice m'a permis de renaître. Madame Marie-Claire Moraldo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir, vu toute la richesse de votre histoire, quoique douloureuse, mais surtout empreinte de petites lumières pour nous. Nous nous réjouissons donc de vous recevoir sur ce plateau. C'est vraiment un dessein. Alors, qu'est-ce qui vous donne le courage de venir témoigner, surtout? Aujourd'hui, ce qui me donne le courage de venir témoigner, c'est briser le tabou autour de l'excision. Je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Moi, je me suis investie d'une mission, c'est briser les tabous autour de ce sujet, c'est donner la force aux jeunes femmes, aux petites filles qui ont pu vivre cette mutilation, c'est leur donner la force d'avancer et de se dire que ce n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir. Et la dernière chose, c'est aussi mobiliser les Ivoiriens autour de la cause qui concerne l'excision. Et vous le faites très bien, madame. Merci beaucoup. Alors lui, il va tenter de briser le sérieux et nous ramener un peu de rire sur le sujet. C'est Dr Philo que nous recevons à présent. Le thème du jour, selon Dr Philo. Je me demande si j'aurai la force, mais c'est le travail. Il faut un truc. Je souffre énormément, franchement, je souffre. Et l'excision, ça, c'est pour nous, c'est au masculin. Voilà, nous, on prend pour nous pour charger. C'est les femmes qui cachent pour elles là. Mais je dis que ce sujet de l'excision, je veux dire que ma bouche m'est petite pour en parler. Parce que c'est un phénomène, c'est depuis le temps des temps, avant, nos parents, nous, on est nés pour trouver ça. Aujourd'hui, tu peux peut-être t'asseoir, dire à un vieillard au nord, généralement c'est au nord, de dire à un vieillard, il ne faut plus pratiquer l'excision, une vieille de ne plus pratiquer l'excision. C'est que tu cherches dans le français contemporain, ils vont te donner ça là-bas. Non, mais tu peux pas. Parce que eux là, ils vont. Regarde ce qu'il va te dire. C'est tout un métier pour cette C'est tout un métier, oui. Ils ont une réputation, une renommée dans la communauté. Il va te dire, ta grand-mère a fait ça, ta maman a fait ça. Pourquoi toi tu n'as pas fait ça? Au fait, c'est ça. Moi je veux dire, oui, mais c'est un peu. C'est culturel. C'est quelque chose le conflit des générations en fait. Tu peux pas interdire ça. Mais c'est difficile. Moi je dis, c'est des millions, des centaines de millions de filles qui en souffrent. Et c'est pourquoi je voudrais louer votre courage. Parce que les filles en ont honte. Je loue votre courage, les filles en ont honte. Et vous au moins, vous avez subi une chirurgie réparatrice.
Mais il y a beaucoup de filles qui sont au garage en ce moment. Vous avez réparé pour vous. Qui sont, surtout dans la matin, là, pour moi, ils ont fait hier dans la matin. Là. Mais attends, mais c'est ça. Donc, je veux dire que c'est une pratique. Moi, je dis, on dit c'est interdit, oui, c'est interdit. Mais moi, je dis, concrètement, ça, c'est même pas de l'humour. C'est même pas drôle, ne riez pas. Il faut aller sur le terrain de façon pratique. Sensibiliser nos parents, aller leur parler. Souvent, quand il y a les cérémonies où les ministres, les présidents arrivent, les chefs coutumiers sont là. Il faut profiter pour leur dire, ça, c'est pas bon. À l'époque, il y avait des plantes pour traiter un peu, pour éviter le tétanos, les infections. La nature était généreuse à l'époque. Aujourd'hui, la nature est fâchée contre nous. Il n'y a plus de forêt. Donc, mais oui, c'est à l'époque, il y avait ça. Il n'y a plus de forêt. Aujourd'hui, on se met sous le soleil, généralement au nord, où le soleil est à 45 degrés. Tiens, avec ce soleil-là, c'est des complications au niveau de l'accouchement. Et puis, à l'époque, on disait quoi? Que c'était pour garantir la maîtrise de la sexualité de la femme par son homme. Ça, c'était avant. Et maintenant, les choses ont évolué. Il faut bannir cette pratique en allant sur le terrain. C'est ce qu'il dit, en allant sur le terrain. C'est vrai que c'est interdit, mais ça ne va pas rester dans la bouche quand c'est interdit. Même la dot est interdite en Côte d'Ivoire. Mais lui-même qui signe le dossier de dot là, j'ai dit, ça va faire dot. Il va faire dot. Mais c'est ça. Donc moi, je pense bien que... Je pense aussi qu'il faut songer à proposer des voies de reconversion pour les exciseuses. Voilà, c'est ça. Plusieurs d'entre elles en vivent, vraiment. Parce qu'elle, au moins, elle a eu les moyens, elle allait faire chirurgie. Comme quand une personne a moyen de faire ça. Et après une chirurgie, il y a une rééducation. Je me demande comment ça se passe. C'est la question qui reste posée. C'est une bonne question. On va en parler avec, à travers le témoignage de Mme Marie-Claire Moraldo. Alors, on vous associe aussi à cette réflexion, à tout ce débat autour avec cette question. Selon vous, l'excision constitue-t-elle toujours un fléau en Côte d'Ivoire? Nous allons faire tourner le micro dans le studio en prenant 2 réactions très rapidement. Grâce à vous, Dr Philo, allez-y. Vous pouvez le faire avec l'État? Ouais, il faut aller. Allez-y. Bon, Cassandra. Moi, je désigne. Vous! Levez-vous. Faut poser une question. Alors, l'excision, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, mademoiselle? Monsieur. Ou c'est madame? C'est mademoiselle Dogbo Marina. Enchantée. Alors, l'excision constitue-t-elle toujours un fléau en Côte d'Ivoire? Quelle est votre opinion? Oui. Selon moi, c'est un fléau. Et pourquoi vous le dites? Parce qu'on n'en finira jamais de parler de l'excision. C'est un fléau, vraiment. C'est pas quoi dire. Vous estimez que le problème est toujours présent? Le problème est toujours présent. Donc, comme Philo l'a dit, il faut aller sur le terrain pour sensibiliser nos parents, surtout les parents du Nord. On va dire, on va pas rester sur le Nord, mais toutes les zones concernées en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas que dans le Nord que cette pratique aussi existe. Voilà, merci, on vous a compris, des applaudissements. Et on va prendre une autre opinion. De ce côté, une main d'homme, peut-être pour avoir un regard. Un homme Un homme, ouais, on est aussi indirectement concerné, non? Vous! Levez-vous. Regardez là-bas. Bonjour, monsieur. Allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Traoré Kikoun Salmon, président de l'Association des étudiants sciences et technologies de l'UFR SSMT, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci pour tous ces détails. On espère que vous serez aussi très détaillé dans votre réponse. Alors, vous en pensez quoi? L'excision en Côte d'Ivoire, fléau ou pas? Bon, je pense que c'est un fléau qui existe et je pense que c'est vraiment très grave. C'est vraiment inadmissible qu'au XXIe siècle, l'excision soit encore d'actualité, chose qui est vraiment déplorable. Voilà. D'accord. Okay. Je pense que l'excision existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Vous avez une solution ou une recommandation? Bien sûr. Ce que je propose, c'est de faire des campagnes de sensibilisation, essayer de toucher les personnes concernées par l'excision, les personnes qui pratiquent l'excision et autres. Et ils encouragent également les écrivains et autres à pouvoir aussi dénoncer cela, comme Fatou Keïta a eu à le faire dans Rebelle. Voilà. Merci beaucoup. Belle réaction. Alors, pour corroborer vos dires, cher public, je vous fais noter que 200 millions de femmes sont excisées dans le monde, 6 petites filles sont mutilées à chaque minute qui passe, et le taux de prévalence en Côte d'Ivoire concernant cette thématique s'évalue, ou cette problématique s'évalue à plus de 30%. Voilà. Madame Marie-Claire Moraldo, vous êtes entrepreneuse sociale, votre histoire nous touche énormément. Nous allons commencer par le début avec cette question. Dans quel type de famille avez-vous grandi? Une famille aimante? Oui, moi j'ai grandi dans une famille qui était très aimante avec moi, avec mes grands-parents maternels, parce que lorsque je suis née, mes parents étaient trop jeunes pour s'occuper de moi, ils étaient encore élèves.
Donc j'ai bénéficié de tout l'amour dont un enfant a besoin pour grandir dans de bonnes conditions. Même si on n'avait pas assez de moyens, on avait beaucoup d'amour et ça compensait énormément. Et ça fait partie des plus belles années de ma vie, cette période. Super. Et puis il y a eu aussi un moment qui s'est ajouté, on va dire, en 1991. Vous êtes passé par cet instant de douleur-là, profonde, celui de l'excision, autrement dit de la mutilation génitale. Comment c'est survenu? Comment, pardon? Comment est survenue cette excision? Ah oui, d'accord. Elle est survenue dans des conditions particulières, dans la mesure où j'étais en vacances dans la famille de mon père. Et un matin... C'était où? À Korogo. Moi, je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, à Ferké. Et puis, à l'âge de 9 ans, comme tout enfant, j'ai voulu me rapprocher de la famille de mon père et de mon père, que je connaissais très peu. Et lors des vacances scolaires, j'ai une tante qui est venue me récupérer un matin avec sa fille pour aller dans une fête. Arrivée à cette fête, il y avait plusieurs petites filles qui faisaient la queue devant une pièce et les filles rentraient à tour de rôle. Puis, arriva mon tour. Avant que mon tour arrive, j'ai dit à ma cousine, c'est quand même étrange cette fête, parce que les gens pleurent, les petites filles pleurent. Dans une fête, on est censé danser, on est censé rire, mais là, on pleure. J'ai trouvé ça assez étrange, mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à l'intérieur. Mon tour arriva, j'entre et il y avait 3 mamans qui m'attendaient à l'intérieur. J'ai eu quelques secondes pour réaliser qu'elles étaient 3 et j'ai été plaquée au sol. Il y en avait une qui avait un couteau, elle m'a pratiqué une excision. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait une excision, je savais qu'elle m'avait blessée, qu'elle m'avait coupé quelque chose, puisque j'ai eu très mal, il y avait du sang qui jaillissait et je pleurais. Et par la suite, elles ont applaudi pour m'encourager, pour me dire que j'avais été brave. Je n'ai pas compris pourquoi, parce que je n'avais pas choisi d'être là. Et puis après, je suis sortie de cette pièce. Dans l'immédiat, je ne vais pas réaliser du tout ce qui s'est passé, puisqu'on ne va pas m'en parler, c'est un tabou. Est-ce que vous, même si on n'en parle pas à cette époque-là, est-ce que vous posez des questions pour comprendre? Non, dans l'immédiat, je ne me pose aucune question. J'attends que ma cicatrisation se fasse, puis il y aura un rituel où il y a un feu, et toutes les petites filles qui étaient avec moi le jour où on a été mutilées, ils vont faire un feu où on doit sauter par-dessus ce feu comme un rite de passage, je ne sais à quoi. Dans l'immédiat, je ne vais pas me poser de questions et je vais me dire que peut-être que ça fait partie de mon éducation. Est-ce que cette excision est survenue avec l'accord parental? Même si c'est vrai que vos parents étaient très jeunes à l'époque, ont-ils eu leur mot à dire? Ont-ils validé la démarche de votre tante? C'est votre tante qui vous a amené à vous faire exciser? Non, ils n'ont pas eu à donner leur avis puisqu'elle ne les a pas consultés. Elle a pratiqué cette excision à l'insu de mes parents. Et c'est quelque chose qui arrive souvent. En Afrique, on excise des petites filles sans demander l'avis de leurs parents. Au-delà de la douleur physique que vous avez ressentie, d'ailleurs très fort à cette époque-là, est-ce que le regard sur vous-même a changé psychologiquement? Comment vous viviez cette période-là? Je l'ai vécu normalement, puisque je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je l'ai vécu normalement. C'est beaucoup plus tard que je vais comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne vais plus me voir de la même manière. Je vais perdre confiance en moi quand je vais comprendre ce que j'avais vécu à cette époque-là. Et quand vous dites beaucoup plus tard, c'est quelques années après, vous étiez adolescente ou déjà dans un âge mûr? À la fin, on va dire, au début de ma maturité, à l'âge de 19 ans, je vais comprendre ça suite à un événement où je vais rencontrer un Italien qui va me poser une question qui va vraiment me bousculer intérieurement. C'est qu'il va me demander, mais où est passé ton clitoris? Je lui dis, mais je ne sais pas ce qu'elles en ont fait. Il me dit, mais de qui parles-tu? C'est qui? J'ai dit, je lui explique l'événement, ce qui s'était passé quand j'avais 9 ans. Il faut qu'on fasse une petite précision, cet Italien, c'était votre partenaire? Oui, tout à fait. C'était mon copain de l'époque. Donc, quand il va me poser cette question, je vais faire un flashback. Je vais revivre l'événement de l'excision avec toute la douleur qui va avec. Et c'est surtout que ça va créer un complexe d'infériorité. Je vais perdre confiance en moi, puisque par la suite, on ne va pas se revoir. Lui, il ne voulait pas rester avec une femme excisée. Hein. C'était clair et net. Donc, je vais me dévaloriser. Je vais me dire que je ne suis pas une femme à part entière. Et à ce moment-là, ça va créer un mal-être intérieur qui est profond et qui va durer plusieurs années, qui va même impacter mes décisions, aussi bien au niveau professionnel que personnel. De quelle manière? Au niveau personnel, par exemple, je vais comme je me dévalorise,
je ne vais pas mettre forcément la barre haute, je ne vais pas forcément chercher ce qui est bien pour moi, mais je vais me contenter de ce qui se présente à moi. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de ce moment-là, on fait forcément des mauvais choix. Et puis au niveau professionnel, c'est que je vais fuir des métiers qui peuvent me mettre dans la lumière. Donc je vous donne un exemple, même des métiers comme être actrice, je trouvais fabuleux ce métier, mais je n'entreprenais rien qui allait dans ce sens, alors que dans ma personnalité, quand je veux quelque chose, je fais tout pour accomplir. Mais là, j'évitais parce que je ne voulais pas qu'on découvre que j'avais été excisée. Bon, après, les métiers de lumière ne demandent pas forcément, je veux dire, qu'on se dénude. Du coup, ça restait caché. Oui. Elle ait confiance en elle aussi pour faire tout ça. Voilà, c'est ça. Il y a le fait d'avoir confiance en soi. Mais c'est surtout qu'à un métier de lumière, on s'est dit on peut fouiller dans notre passé et trouver ça. Et je ne voulais pas qu'on trouve le fait que je sois excisée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez vraiment hantée aussi par... Ah oui. J'étais hantée par ça au quotidien, je pensais à ça tous les jours. Quand je voyais un couteau, je me demandais ce que ce couteau était capable de me faire. J'avais peur qu'il me fasse mal, le couteau. Donc, je cuisine. Donc, vous imaginez que tous les jours, j'étais face à ça, face à ce que le couteau est capable de faire. Il est capable d'amputer un organe. Et puis, donc oui, ça me hantait tous les jours. Mes meilleurs amis ne le savaient même pas parce que je ne voulais pas leur en parler. Cassandra? Oui, vous avez vu un psychologue? Non, je n'ai jamais vu de psychologue. J'ai fait un travail intérieur personnel. Je suis quelqu'un de très spirituel et ça m'a sauvée quelque part aussi parce que ça m'a permis de faire ma démarche, on va dire, psychologique et puis après de pouvoir me faire réparer plus tard, on va dire, au niveau chirurgical. Alors une question d'Alissa? Oui. Moi, j'aimerais revenir un peu en arrière. Lorsque vous êtes allé en vacances chez votre tata et qu'à votre retour, l'excision ait lieu, qu'est-ce que vos parents ont dit au fait? Alors, quand je suis revenue, j'ai eu un retour de ma grand-mère qui jubilait parce qu'elle était contente que... La grand-mère maternelle? Voilà, c'est plus que j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle, qui, elle, puisque j'en ai jamais parlé avec ma mère, c'est ma grand-mère maternelle qui jubilait, elle disait « ça y est, c'est fait ». Parce que ma mère lui avait interdit de le faire, donc elle était contente que ça ait été fait et par une autre personne, comme ça, elle ne se faisait pas enguirlander, mais ma mère a pleuré, c'est ma grand-mère qui l'a rapporté, qui disait que ma mère avait pleuré, mais ma mère ne m'en a jamais parlé, on n'en a jamais parlé. Okay. Sur le plan sentimental et sur le plan du rapport à l'autre, nous imaginons bien que vous avez été aussi affecté, alors après cette phrase que vous a sortie votre partenaire de l'époque, est-ce que ça vous a bloqué pour la suite ? Parce qu'il vous a quitté, est-ce que depuis lors, vous n'avez pas osé aller vers l'autre ou accepter des relations? Alors, j'ai... Oui, mais avec des difficultés. Voilà, oui, mais avec des difficultés parce que je n'étais pas bien. Il y avait un tsunami intérieur en moi qui faisait que j'avais un problème avec moi-même. Donc forcément, j'en avais aussi avec les autres et ça compliquait énormément les relations. Et puis j'étais dans des relations où j'avais l'impression parfois aussi de mentir à l'autre quand je ne lui disais pas tout de suite que j'étais excisée parce que j'avais peur qu'il parte comme l'autre. Donc il y avait un mensonge quelque part, le fait de ne pas le dire. Et quand on se dit aussi que la personne se doute qu'on est excisé mais qu'elle n'ose pas en parler, c'est compliqué. Et vous pouviez le ressentir, cette distance, ce sentiment chez l'autre? Oui, je pouvais le ressentir dans le regard. Dans le regard qui pouvait être interrogateur quand la personne est face à ma nudité, mais sans oser me le demander, peut-être de peur de me heurter, de peur aussi peut-être de s'aventurer sur un terrain qui va être délicat. Mais en tout cas, moi, ça me mettait mal à l'aise. Ça me mettait mal à l'aise et ça m'empêchait d'être moi-même, d'être naturelle. Et c'était forcément négatif pour la qualité de la relation. Mais est-ce que vous n'avez pas à un moment donné regretté le fait d'avoir croisé votre Italien? Celui-là même qui a réveillé ce vieux démon en vous. Parce que jusque-là, tout allait très bien. C'est lui qui est venu dire où est passée la question, la petite question là. C'est cette petite question qui a envoyé tout ça. Est-ce que vous ne lui en vouliez pas à l'époque? Non, je ne lui en voulais pas. Parce que, enfin, je lui en voulais. Oui. Je vais dire, à l'époque, je me suis dit, mince, comment il m'a parlé. Moi, c'était la façon dont il m'avait parlé qui m'avait blessée. Pour moi, il m'avait blessée. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est une bénédiction de l'avoir rencontré. Moi, je donne un sens à tout ce qui m'arrive dans la vie. Parce que grâce à ça, j'ai osé affronter ce que j'avais vécu. Parce que tout n'allait pas très bien. En fait, j'essayais d'occulter inconsciemment ce que j'avais vécu parce que je ne voulais pas y penser. Ça, c'était un schéma psychologique qui arrive souvent. De refoulement. Voilà, c'est ça.
C'est un schéma psychologique qui arrive souvent quand on vit des événements difficiles. Pour ne pas en souffrir, on essaie de les oublier, on essaie de les sortir de notre mémoire, mais quelque part, c'est là. Donc, lui n'a fait que réveiller un mal-être qui était déjà présent. Donc, c'est une bénédiction de l'avoir rencontré, parce que si je n'avais pas eu ce choc, je pense que peut-être que je n'aurais jamais fait la démarche quelque part de me réparer, peut-être que je n'aurais jamais pris conscience de ce que j'avais vraiment vécu, parce qu'avant de le rencontrer, je n'avais pas fait de recherche sur la question. Vers l'âge de 16 ans, j'avais commencé à me poser des questions parce qu'il y avait de la sensibilisation en Côte d'Ivoire. Donc, je commençais à me demander, en fait, ce que j'ai vécu, ce n'est pas quelque chose de bien. Mais je ne voulais pas en savoir davantage, de peur de trop souffrir. Donc, lui, grâce à lui, j'ai pu affronter ce drame et pouvoir plus tard faire des démarches de reconstruction. D'accord. Alors, parlons de faire face. À quel moment avez-vous ressenti le besoin de recourir à la chirurgie, par n'importe laquelle, réparatrice ? Alors, ça a été un processus, hein. C'est-à-dire que pendant quelques années, je me suis posé la question vers l'âge de 30 ans, mais je ne voulais pas trop faire la démarche. Et puis, un jour, je vais en vacances au Sénégal, c'était en 2016, et il y a un homme qui me rencontre et qui tombe fou amoureux de moi, qui disait des termes vraiment élogieux, et je trouvais qu'il était fasciné par une femme qu'il ne connaissait pas. Et j'avais l'impression quelque part de lui mentir, hein, c'est-à-dire qu'il voit une femme qu'il trouve fabuleuse, alors que moi, je me dis, je ne suis pas fabuleuse, puisque j'ai vécu une excision, je suis excisée, et je ne suis pas une femme à part entière, je ne suis pas une femme comme les autres, je ne suis pas une vraie femme. Et lui, il m'admire, ça me pose un problème, j'ai commencé à me dire... il faudrait peut-être que je réfléchisse à une possibilité de réparation. Et là où j'ai vraiment pris la décision, c'est que non seulement, bien qu'il me plaisait, je ne voulais pas aller plus loin avec lui parce que je ne voulais pas casser le mythe. Voilà. Et pour ne pas casser ce mythe, je me suis dit, je ne vais pas aller plus loin. Et je me suis dit, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça et à m'empêcher d'être heureuse, d'être épanouie à cause de cette excision. Il faut que j'ai, moi, finalement, le dernier mot. Il faut que je puisse sortir victorieuse de ce que j'ai vécu. Donc, la synchronicité va faire que je lis un magazine où la chanteuse malienne Ina Modia va parler de la réparation, de ce que ça lui a apporté. Et ça va être le déclic final. Je rentre en France et je décide de contacter le médecin pour me faire opérer. Et je vais bénéficier de la chirurgie réparatrice le 7 décembre 2016. Et c'est ma deuxième date de naissance. Ce terme que vous venez de sortir, il est assez évocateur, ma deuxième date de naissance. Ça voudrait dire que vous vous êtes remis à vivre après cette chirurgie réparatrice? Oui, c'est tout à fait ça. À partir de ce moment-là, je ne suis plus du tout la même personne. J'avais un tsunami intérieur, aujourd'hui c'est le calme plat. Je suis en paix avec moi-même, réconciliée avec moi-même, réconciliée avec les autres. Et j'ai accepté enfin d'être heureuse. J'étais prête à accueillir les choses merveilleuses que la vie a à offrir à une femme, à un être humain. Et grâce à ça, aujourd'hui, je vis ma plus belle histoire d'amour avec un homme merveilleux. On en parlera. Alors, cette opération, d'ailleurs, qui est une date inoubliable pour vous, c'était une opération qui a duré 35 minutes, sous anesthésie générale. Oui, c'est ça. Ça a été quoi la précision, l'action du chirurgien, du médecin? Alors, le médecin qui opère, ce qu'il fait, c'est qu'il va... il faut savoir que le clitoris, c'est un organe qui est comme un iceberg. Donc, ce qu'on voit... Il y a la partie visible de l'iceberg et la partie immergée. C'est ça. Et la partie immergée, elle peut faire jusqu'à 10 cm. Donc, l'exciseuse coupe le gland du clitoris et ensuite, l'organe va se replier. Donc, vous avez une cicatrice après. Hein, la femme, elle a une cicatrice. Ce que le chirurgien fait, c'est qu'il ouvre cette cicatrice, il récupère le clitoris qui s'est recroquevillé sous la peau, il repositionne le clitoris à sa place, il le fixe et il y a une peau qui repousse par-dessus. Wow. Voilà. Il est fort, il est fort. Combien de temps a duré combien de temps a duré la cicatrisation? Ça a duré 1 mois et demi. 1 mois et demi. Oui. Et la marche était, j'imagine, la marche était gênée. Il y a eu pas mal de... la marche était gênée. L'équilibre. On ne pouvait pas marcher normalement, on marchait les jambes écartées comme un canard, on va dire.
Alors, combien de temps aussi vous a-t-il fallu pour retrouver la fonctionnalité? Alors, pour retrouver vraiment la fonctionnalité de l'organe, il faut compter entre 6 mois et 1 an, en général. Moi, ça s'est fait au bout de 6 mois. Parce que j'étais acharnée, je ne lâche rien. Donc, j'ai fait en sorte que ça fonctionne rapidement. Y a-t-il besoin d'une rééducation du clitoris après une telle opération? Oui, il faut rééduquer le clitoris, d'où l'importance d'impliquer les personnes concernées dans la démarche, parce que la chirurgie, elle toute seule, n'est pas suffisante pour retrouver un clitoris fonctionnel et avoir des sensations. Donc, il faut savoir que la personne qui va être opérée doit se masser tous les jours, pendant 6 mois. Doit masser son organe, si je peux me permettre de le dire. C'est une sorte de masturbation où elle doit masser cet organe pendant 6 mois et tous les jours parce que les nerfs ont été enfouis pendant des années. Donc c'est une démarche thérapeutique. Voilà, tout à fait. Donc il faut vraiment que la femme soit impliquée, qu'elle stimule le nerf. En fait, elle redevient comme une jeune fille en âge de puberté qui va redécouvrir la sexualité. Pour que ça fonctionne. Et quand elle est fatiguée, est-ce que quelqu'un d'autre peut l'aider à... Bien sûr. Bien sûr. J'espère que vous le comprenez. Il est dans son rôle. C'est un sniper. La question est intéressante. Voilà. La question est intéressante parce que justement, on recommande aux femmes de dire au mari ou aux copains de s'investir dans la rééducation. Voilà. Allez, on garde le sourire, on se retrouve, mesdames et messieurs, en direct toujours sur RTI1 après la pub. C'est midi. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous mettiez en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Mesdames et messieurs, notre invitée aujourd'hui, Marie-Claire Moraldo, une entrepreneuse sociale qui partage son histoire marquée par une mutilation génitale survenue très tôt dans sa vie, avec des conséquences quotidiennes et surtout une nouvelle perspective de vie. Vous réagissez en ce moment très nombreux sur la toile. Nous allons avec Paulus Agathon écouter vos commentaires et vos réactions. Alors Jean-Michel, démarrons les réactions de nos internautes avec cette série de messages sur Facebook. On va prendre le message au centre, celui de Sinali Baikoro, qui dit vraiment affreuse cette pratique. Je pense qu'il serait intéressant que cette chirurgie réparatrice soit subventionnée par le ministère de la Femme pour que les autres victimes qui n'ont pas assez de moyens puissent en bénéficier. On a ensuite Seydou Sangaré sur Twitter qui dit je me dis que l'excision, c'est un peu comme le sida. On parle de sensibilisation, mais les gens le savent en fait. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres façons plus concrètes de lutter contre ce fléau? En plus, sinon au-delà de la sensibilisation. Alors, Marie-Claire Moraldo, on en parlera peut-être dans pas longtemps. Vous avez, suite à ce que vous avez vécu, mis sur pied une association qui s'appelle les Orchidées Rouges. Tout à fait. Et qui fait de la sensibilisation, qui accompagne les femmes excisées, qui les aide dans ce processus de guérison, de thérapie. Alors, est-ce que vous pensez qu'au-delà de la sensibilisation, il existe des moyens pratiques, pragmatiques pour combattre ce fléau? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de moyens pragmatiques que nous, on utilise aussi. Et là, d'ailleurs, on est sur un projet avec Sages-Femmes Sans Frontières, parce que cette organisation a réussi à faire abandonner l'excision dans tout un village au Bénin. C'était quoi le secret? Alors là, je vais vous le dire. Parce qu'en fait, il est important de prendre en compte l'aspect socio-économique aussi de l'excision. Les exciseuses, vous l'aviez dit en début d'émission, elles vivent
grâce à l'excision. Donc venir leur dire c'est mauvais, il faut arrêter, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on leur propose en retour comme métier? Moi, j'ai rencontré, parce qu'on travaille en collaboration avec une ONG à Danané, j'y ai fait une mission en 2018, j'ai rencontré une exciseuse qui m'a dit je veux vraiment arrêter, j'ai essayé d'arrêter, mais je n'ai pas d'autre moyen de vivre, proposez-nous des solutions. Alors comment ils ont fait avec cette association dans ce village au Bénin? Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, dans ce village, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont arrivés dans le village, il n'y avait pas de dispensaire. Ils ont construit un dispensaire pour les gens du village et puis ils ont reconverti les exciseuses en relais de santé. Donc, maintenant, les exciseuses participent aux accouchements, donc elles gardent une place importante dans la vie des familles. Elles participent aux accouchements et elles peuvent aussi, quand quelqu'un arrive, savoir que si la personne a mal à la tête, on peut lui donner du Doliprane, par exemple. Et en plus de cela, elles ont créé un jardin solidaire qui permet à toutes les femmes du village qui le veulent de pouvoir y travailler pour avoir des revenus supplémentaires. C'est une très brillante idée. Voilà, un beau modèle aussi de combat contre cette... Et c'est ce projet qu'on voudrait mettre en place en Côte d'Ivoire, dans le nord et l'ouest, qui sont des régions très touchées. Donc c'est en cours d'élaboration. On est en train de chercher les fonds parce qu'il faut des fonds pour le faire. Et on espère pouvoir le faire d'ici, en tout cas démarrer d'ici 1 an. Succès énorme, on vous souhaite à ce sujet. Beaucoup. Alors, Madame Marie-Claire Capotia, alors après l'opération chirurgicale, est-ce que le degré ou l'envie, parlons déjà de votre vie sexuelle, qu'est-ce qui a changé avant et après? Alors, ce qui a changé, c'est le regard que j'ai sur moi-même, le fait que aujourd'hui, ma nudité ne me rappelle plus du tout l'excision. Avant, c'était le cas. Donc, sexuellement, je suis beaucoup plus épanouie parce que je suis moi-même, je n'ai pas un stress quand je dois avoir un acte sexuel. Donc, ça me permet... Vous êtes libérée dans la tête? Je suis libérée dans la tête, libérée dans le corps et j'aborde un acte sexuel comme tout être humain sans me dire je suis excisée, donc il faut que j'ai un orgasme pour prouver que ça n'a pas d'impact, que ça se passe bien. Non, ça c'est fini maintenant. J'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Je suis comme tout le monde et voilà. Et le degré d'envie, est-ce qu'il a changé? Oui, le degré d'envie, oui, il a changé aussi parce que forcément, quand on fait quelque chose, qu'on prend du plaisir, on a envie d'en faire davantage. Donc oui, ça a changé. D'accord. Vous êtes mariée, mère d'un garçon de 11 ans. Vous êtes mariée depuis quand? Depuis très peu. Je suis avec la personne avec laquelle je suis, on s'est rencontrés il y a 3 ans, hein, donc un peu après l'opération. Et on a décidé d'officialiser notre relation il y a 1 an. Et comment vous vivez aujourd'hui cette vie sentimentale? Je la vis sereinement, je suis épanouie parce que je suis moi-même en fait et j'ai attiré à moi un homme merveilleux aujourd'hui c'est une relation qui est très saine, très apaisée, pas dans le conflit parce que avec mon ex-mari j'étais beaucoup dans le conflit parce que quand on est en train de se combattre soi-même, on va combattre les autres forcément, alors qu'aujourd'hui c'est une relation beaucoup plus saine, plus apaisée où on arrive à échanger de façon constructive sans avoir besoin de se crier dessus. Et comme c'est beau tout. Ça. On va retourner vers Paul Agathon qui a, je pense, quelques réactions encore pour nous. Notre invitée le disait, dans son ancienne vie, lorsqu'elle était excisée, elle avait peur des métiers qui exposent, donc éventuellement de la caméra. Là, sa vie a changé, elle est devant la caméra. Est-ce que le message pourrait être le même à l'endroit de ces personnes qui n'ont pas eu la chance de subir la chirurgie réparatrice? Ok. Il faut que j'y réponde. Oui. D'accord. Donc, le message que je voudrais dire, il ne faut pas que les jeunes filles attendent, ou les femmes, qu'elles attendent d'avoir une chirurgie réparatrice pour libérer la parole. Moi, ma démarche aujourd'hui, à travers les groupes de parole que je fais, par exemple, avec les femmes, c'est parlez-en. Parce que le fait d'intérioriser, ça détruit de l'intérieur. Dans les familles, on ne peut pas en parler. Il faut trouver des lieux pour en parler. C'est ces lieux-là qu'on essaie de créer. En parler pour se libérer, mettre des mots sur la souffrance qu'on a, c'est une forme de réparation aussi. Donc, ne pas attendre d'être réparé chirurgicalement pour se dire, je fais la démarche. Et c'est surtout que ce que je vais dire, c'est que ce qu'elles ont vécu, il faut vraiment... moi, il y a une citation de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup, c'est « Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on fait de nous, c'est ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. » Donc, elles transforment cet événement qui est dramatique en un événement positif dans leur vie, qu'elles se disent qu'elles peuvent avoir le pouvoir sur leur existence. Parce qu'en excisant une petite fille, quelque part, c'est lui dire « On te dépossède de
qui tu es finalement, de ton intégrité physique et de ton droit au plaisir. Donc qu'elle soit dans une démarche d'empowerment pour dire moi je prends le lead sur ma vie, moi je décide de vivre la vie que j'ai envie de vivre, mais de façon positive et qu'elle décide de parler parce que plus, vous voyez avec le mouvement MeToo. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce que vous faites dans votre association? C'est-à-dire que vous permettez à ces personnes que vous aidez, vous leur donnez la liberté d'expression, vous leur donnez une oreille, une écoute. C'est tout à fait ça. Et un accompagnement également. Est-ce que vous leur recommandez par moment la chirurgie réparatrice peut-être pour sortir de toute cette douleur? Des moyens, c'est pas évident. En France, c'est gratuit. Ah, mais non, ici, là. En France, c'est gratuit. En fait, moi, je ne leur parle pas systématiquement de la chirurgie. Dans un premier temps, je leur parle vraiment de la reconstruction globale. C'est vraiment un protocole qu'on propose avec une reconstruction psychologique, une reconstruction, on va dire une insertion sociale et professionnelle. C'est tout un programme. Voilà, c'est tout un programme, vraiment. Et on met l'accent sur la reconstruction psychologique qui est très importante. La chirurgie vient en complément. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'est votre association, l'association des orchidées rouges qui a été créée en mars 2017 et qui fait pas mal de belles choses pour toutes les femmes qui ont déjà été excisées. C'est tout à fait ça. Alors, cher doyen, vous allez écouter avec attention notre invitée, Madame Marie-Claire Moraldo. Votre réaction, nous la prenons maintenant. Cassie Quadio, c'est la minute du doyen. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Et quand c'est comme ça, je ne fais que me poser des questions. Qu'est-ce qui a pu pousser certains de nos anciens à instaurer une telle pratique? Le christianisme, l'islam, ces deux religions révélées, ne nous enseignent pas ça. Mais alors, d'où est-ce que ça sort, cette pratique? Une pratique barbare, sanguinaire. Il faudrait qu'on arrive à la justifier. Est-ce que ceux qui ont initié ces pratiques, l'objectif qu'ils avaient en tête, est-ce que cette pratique leur permet d'atteindre vraiment cet objectif? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est prouvé? Nos gouvernants font beaucoup d'efforts dans ce sens et pourtant, ce mal persiste. Alors, il va falloir, à mon avis, qu'on soit un peu plus dur. Parce que ce n'est pas humain de détruire une jeune fille de cette façon. C'est décevant, c'est inadmissible. Il faudrait qu'on se réveille et qu'on se batte plus fort. J'en ai fini. Merci beaucoup, cher doyen. Et nous avons une pensée très forte pour toutes ces jeunes filles excisées qui sûrement souffrent en silence et n'osent pas briser le silence. Nous espérons que cette émission, le passage de Mme Marie-Claire Moraldo sur ce plateau aura servi à vous révolutionner quelque part intérieurement. Merci beaucoup pour tout le courage que vous avez eu de venir jusqu'à nous pour l'histoire. La sensibilisation doit continuer sur le terrain, le disait Dr Philo, nous insistons sur ce point. Et puis pourquoi pas mettre à disposition des dames concernées plus de prise en charge pour des opérations comme celle-là, des opérations de reconstitution ou de chirurgie réparatrice. C'est prévu parce que l'institut qu'on va créer à Bordeaux, on a prévu d'en créer un dans le nord de la Côte d'Ivoire dans 2 ans et former un médecin ici comme on a fait à Bordeaux pour permettre aux jeunes filles de pouvoir se reconstruire ici aussi, puisque je reçois des messages de jeunes filles sur Facebook. Donc c'est clair que je suis née ici et quelque chose sera fait ici très bientôt. Écoutez, Madame Marie-Claire Moraldo, pour nous, vous êtes une héroïne qui a su combattre, lutter et surtout se tirer le meilleur de son histoire pour aujourd'hui être en bénédiction à la société. Merci infiniment. Merci Bravo beaucoup encore une fois avec des applaudissements. Nous vous raccompagnons, vous souhaitons le meilleur.